Aujourd'hui, je vais parler des fausses confidences de Marivaux et je vais me poser la question pourquoi Dorante doit-il se faire passer pour un intendant pour avoir des chances d'épouser Araminte? Alors, pour répondre à cette question, je vais m'intéresser à deux thèmes majeurs dans la pièce qui sont les conditions sociales au XVIIIe siècle et la question de l'argent. Alors, dans un premier temps, je vais m'intéresser aux conditions sociales au XVIIIe siècle qui sont représentées dans la pièce et qui sont au cœur de l'intrigue. Parce que si Dorante ne peut pas épouser Arapinte, ou tout du moins ne peut pas lui faire sa cour de manière directe, c'est parce qu'il y a un écart dans les conditions sociales des deux. Parce que Dorante est pauvre et Caraminte est extrêmement riche et ça a de vraies conséquences sur les actions possibles dans cette société. Au XVIIIe siècle, on est encore dans une société d'ancien régime. Dire que les gens sont... c'est une société d'ordre et les gens sont catégorisés selon leur appartenance à un ordre, donc soit le clergé, soit la noblesse, soit le tiers-état. Alors au XVIIIe siècle, il y a de plus en plus d'échanges entre la noblesse et le tiers-état, ou tout du moins parmi le tiers-état plutôt la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie s'est extrêmement enrichie et que la noblesse, au contraire, elle s'est extrêmement appauvrie. Et du coup, comme la bourgeoisie veut obtenir un certain prestige, une certaine distinction dans la société, veut faire partie des élites, c'est-à-dire de l'aristocratie à cette époque, eh bien elle a intérêt à marier ses enfants à l'aristocratie. L'aristocratie, elle a besoin d'argent pour continuer à vivre tel qu'elle le fait, à dépenser tel qu'elle le fait, à maintenir son niveau de vie. Et donc, elle aussi, elle a intérêt à marier ses enfants à la bourgeoisie. Donc, c'est comme ça qu'il y a de plus en plus d'échanges entre ces deux mondes. Alors, ça va créer au sein de la bourgeoisie une différence notable entre la haute bourgeoisie et ce qu'on peut considérer comme étant la basse bourgeoisie. La haute bourgeoisie, ce sont les bourgeois qui sont extrêmement riches, des financiers et autres, qui vont pouvoir, avec cette fortune, avoir un certain prestige et accéder à la noblesse. Alors cette haute bourgeoisie, elle est représentée par Madame Argante, qui, elle, effectivement, pousse sa fille à épouser le comte d'Aurimont pour devenir comtesse. La basse bourgeoisie, elle va être beaucoup plus modeste, elle est représentée dans la pièce par Monsieur Rémy, et elle va avoir des valeurs comme le mérite personnel, le travail et la probité. Alors c'est intéressant de considérer cette bourgeoisie parce que Dorante, effectivement, lui aussi, il vient d'une bonne famille et on insiste beaucoup là-dessus dans cette pièce, puisque son père était avocat et que lui-même a fait des études pour devenir avocat. Donc il appartient à cette basse bourgeoisie et c'est important pourquoi? C'est parce que si, en plus de ça, il appartenait au peuple, qu'il n'appartenait pas à la bourgeoisie, alors leur union serait vraiment impossible. Ce serait vraiment inimaginable. Donc c'est pour ça qu'on insiste lourdement là-dessus. Le problème concret en fait qui se passe et qui fait que Araminte et Dorante ne peuvent pas s'épouser, ne peuvent pas se marier, c'est le problème de l'argent. Et si Araminte venait à épouser Dorante, alors ce serait une mésalliance. Je reviendrai sur ce point plus tard quand je parlerai de la question de l'argent. Mais il y a eu un autre problème aussi qui se pose dans la relation entre Araminte et Dorante et pose la question des conditions sociales, c'est que Dorante, pour séduire Araminte, se fait passer pour son intendant, enfin prend la position d'intendant. Le problème, c'est que ça va ajouter un autre écart. Au plus de l'écart de fortune, il va y avoir un écart hiérarchique. Parce que Dorante va devenir donc le serviteur d'Araminte qui va être sa maîtresse. Et au XVIIIe siècle, il y a vraiment une séparation entre la classe des maîtres et la classe des serviteurs. Et c'est vrai que dans les pièces de Marivaux, il explore beaucoup cette relation hiérarchique entre maître et serviteur. Alors, le problème, ce qui se pose, c'est que là, c'est vraiment deux mondes séparés. Et pour que tu comprennes cette idée, c'est que pour les hommes, les êtres humains, les humains du XVIIIe siècle, il y a la différence de conditions sociales
transparaît aussi dans une différence de nature, dans une différence d'identité. Pourquoi? Parce que on considère qu'une personne, elle est comme elle correspond sur plusieurs plans, sur plusieurs dimensions de sa personne, sur toutes les dimensions de sa personne, à sa condition sociale. C'est-à-dire que ça va déterminer ton psychisme, c'est-à-dire ta personnalité, ta manière de penser, ton intelligence, ton physique, si tu es beau ou si tu es laid, et même ton- ta morale, c'est-à-dire tes valeurs. Alors c'est une très vieille idée euh, qui justifie notamment en fait la supériorité de la noblesse, parce que si la noblesse elle est supérieure, c'est parce que de naissance, naturellement en fait, elle est plus élevée dans ses pensées, dans sa moralité, dans son physique, les nobles sont plus beaux, etc. Et c'est ça qui justifie sa supériorité dans la société. Et cette idée, elle s'est répandue pour toutes les autres conditions sociales, si bien que c'est pour ça que tout le monde est super suspicieux, en fait, enfin, trouve ça étrange que Dorante soit un intendant parce qu'il n'a pas la figure de l'intendant. C'est ce que dit Madame Argante à plusieurs endroits de la pièce. Oui, elle fait Madame Argante qui dit à Marton à part: «Je n'ai pas grande opinion de cet homme-là. Est-ce là la figure d'un intendant? Il n'en a non plus l'air». Ça veut dire qu'il n'en a pas du tout l'air. Donc elle trouve qu'il n'a pas l'air. Effectivement, Dorante est très beau, il est jeune, et en plus de ça, il s'exprime très très bien. Il a une forme d'élégance qui ne correspond pas à ce qu'on attendrait d'un intendant. Mais là, ce qu'il faut comprendre dans les fausses confidences, c'est qu'au XVIIIe siècle, c'est plus fort que ça, c'est qu'il n'a pas la nature de sa condition sociale. Et c'est vrai puisque Dorante, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est de devenir un maître. Et en fait, dès le début de la pièce, il fait semblant d'être un intendant. Donc Dorante, à aucun moment, ne se considère comme étant vraiment un intendant. Et les propos de la pièce, les propos des personnages nous montrent bien que dès le début, en fait, Dorante se positionne déjà comme un maître. Alors, le problème, c'est que comme il se fait passer pour un intendant, personne ne peut croire que Dorante puisse aimer Araminthe. Donc déjà, il y a la dimension de l'amour impossible, puisque comme un serviteur ne peut pas aimer un maître, il y a tellement une maîtresse, un membre du groupe des maîtres, tellement il y a une différence, un écart entre ces deux catégories de personnes. Mais en plus de ça, on ne peut absolument pas imaginer, et d'ailleurs, personne ne l'imagine dans la pièce, à aucun moment, qu'Araminthe puisse garder Dorante parce qu'elle a de l'amour pour lui. Tout le monde est étonné des choix d'Araminthe, mais personne ne se dit qu'elle doit aimer Dorante. C'est seulement à la fin, quand vraiment là, elle découvre et qu'elle fait ses choix, que là, tout le monde commence à comprendre qu'elle l'aime. Mais sinon, c'est impossible de l'imaginer à cause des préjugés de cette société. Et il y a autre chose aussi qui fait que Araminthe elle-même ne peut pas s'avouer au début son amour pour Dorante, c'est parce que si elle aime Dorante, elle va mettre en péril sa réputation. Et elle va devoir se confronter aux conventions de la société, aux préjugés de cette société, qui, pour elle, pour cette société, cet amour est impossible et même contre nature en fait. C'est pour ça que la stratégie de Dubois, elle est géniale, c'est parce qu'elle pousse Araminthe à dépasser ses préjugés, à transgresser les conventions de cette société pour, en fait, pour accepter elle-même son amour, mais aussi pour l'imposer aux autres. Et pour ça, il va s'appuyer sur des sentiments vrais et puissants qui vont s'opposer aux faux semblants de la société. Et effectivement, Araminthe, elle le montre à plusieurs endroits, qu'elle en a assez des faux semblants de cette société. Elle, ce qu'elle veut, c'est de la probité, c'est de l'honnêteté, c'est du dévouement, et c'est pour ça, en grande partie, qu'elle se sent très proche de Dorante, parce qu'elle a l'impression que c'est le seul à ne pas voir seulement ses intérêts,
et ses intérêts propres à lui et à considérer son bonheur à elle. Ça me permet de passer à la question suivante qui est la question de l'argent. Parce que si Dorante, le problème c'est pas qu'il vient pas d'une bonne famille mais que c'est l'argent qui compte, ça montre bien ici que Marivaux explore le problème de l'argent qui, au sein de la bourgeoisie, détermine le niveau social. Et l'argent détermine ta place dans la société, quand tu fais partie de la bourgeoisie tout du moins. Et en fait, l'enjeu de plusieurs des personnages de la pièce, c'est de devenir riche, non pas par amour de l'argent, mais parce que la richesse donne une place dans la société et permet une ascension sociale. Donc, par exemple, si je prends le personnage de Marton. Marton, elle veut gagner de l'argent parce qu'elle vient d'une bonne société, mais elle a tout perdu et maintenant elle est pauvre. Et donc pour rétablir sa position sociale, elle est obligée de gagner de l'argent et même de se marier. Dubois, c'est pareil. Dubois, pourquoi est-ce qu'il veut aider Dorante à épouser Araminte? C'est pas forcément parce qu'il l'aime, en tout cas c'est pas ce qu'il dit dans le premier acte. Il veut l'aider pour que Dorante puisse être riche et avoir du prestige dans la société. Pareil pour Monsieur Rémy. Pour Monsieur Rémy, c'est très important que Dorante devienne riche lui aussi, ou en tout cas rétablisse son niveau de fortune premier dans la société. Et même Dorimon, c'est ça qui est intéressant. Dorimon, le comte Dorimon, pourquoi est-ce qu'il veut épouser Araminte? C'est pas pour un amour fou, on le voit à plusieurs endroits qu'il n'a pas l'air d'être extrêmement amoureux d'elle, mais c'est parce que c'est un contrat de mariage qui lui permettrait de devenir extrêmement riche lui aussi grâce à ce mariage. Donc on voit bien que dans les fausses confidences, la question de l'argent, elle est très très intimement liée avec la question du mariage et donc de l'amour, ou en tout cas du mariage. Et que chacun cherche à se marier ou à marier les uns et les autres avec les autres pour des questions d'intérêt. Et alors on l'entend très bien dans la formule faire sa fortune, qui est employé par Dorante, peut-être plutôt par Dubois et par le comte d'Orimont. Parce que faire sa fortune, le comte d'Orimont l'utilise à la fin de la pièce. Alors attends, est-ce que je vais retrouver ce passage-là parce qu'il est vraiment très très content. Ah oui, très très intéressant. Donc oui, à la fin de la pièce, l'une des dernières répliques du comte, c'est Je vous entends, madame, et sans l'avoir dit à madame, je songeais à me retirer. J'ai deviné tout. Dorante n'est venu chez vous qu'à cause qu'il vous aimait. Il vous a plu. Vous voulez lui faire sa fortune. Voilà tout ce que vous alliez dire. Et donc ici, faire sa fortune, c'est non seulement lui donner son amour. Araminte, elle va faire la fortune de Dorante parce qu'elle va l'aimer, mais elle va aussi faire concrètement sa fortune puisqu'elle va lui donner son argent. Donc ici, on a un jeu sur le double sens, sur le sens propre et le sens figuré de fortune, qui est à la fois bonheur et à la fois grande somme d'argent. Alors, ça pose quand même la question assez intéressante de savoir est-ce que Dorante, il est cupide ou désintéressé? Est-ce que Dorante, il fait tout ça pour obtenir la fortune d'Araminte ou est-il vraiment amoureux? Alors moi, je te laisse réfléchir à cette question qui est intéressante en soi. Bon, on peut dépasser un petit peu le problème en disant que Dorante, en fait, il est probablement amoureux d'Araminte. Peut-être même qu'il est amoureux d'elle parce qu'elle est extrêmement riche. C'est fort probable parce que, effectivement, comme elle est extrêmement riche, elle peut être extrêmement attirante. Ça s'explique aussi dans le récit de Dubois sur leur première rencontre. Il montre qu'une femme, il montre Araminte, enfin, il représente Araminte comme une femme très attirante parce qu'elle est riche, elle va au théâtre, elle a son propre carrosse. Enfin, effectivement, elle a toute cette fortune, toute cette richesse est extrêmement attirante et a pu attirer Dorante et le pousser à aimer cette femme. Et alors, Marivaux, il essaye aussi dans sa pièce de nous montrer que Dorante n'est pas totalement cupide,
puisque nous montrer aussi à quel point il peut être désintéressé, puisque par exemple, il refuse un mariage qui lui est proposé avec une brune piquante pour Araminte. Bon, il refuse l'argent du comte pour aider Araminte. Bon. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher à chaque fois qu'il refuse de l'argent, qu'il le refuse parce qu'il a un plan bien meilleur pour avoir une plus grande fortune et en plus avoir l'amour d'une dame. Donc on ne peut pas s'empêcher à chaque fois que se pose la question du désintérêt de Dorante, est-ce que c'est un désintérêt fin? Est-ce que ça ferait pas partie en fait du plan de Dubois de faire semblant d'être désintéressé? Bon, je te laisse te poser la question. Même si tu n'arrives pas avec une réponse, c'est intéressant de voir que cette question se pose dans le récit, dans la pièce. Alors, la question, elle se pose d'autant plus qu'à chaque fois, l'argent, c'est le but recherché de la manipulation, mais c'est aussi le moyen de la manipulation. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le comte d'Orimont, dès qu'il veut manipuler quelqu'un pour obtenir ce mariage, il dépense son argent. Il donne son argent à Marton, il donne son argent à Dorimont, qui ne le prend pas. Donc c'est à la fois le but recherché, mais aussi le moyen. Et c'est ça qui fait que à chaque fois qu'on se pose la question de l'amour véritable des personnages, on est à chaque fois bloqué sur la question, enfin on achoppe, enfin on conclut toujours sur la question de l'argent. Même Marton, est-ce qu'elle est vraiment amoureuse de Dorante? On se pose la question. Au début, on a l'impression qu'elle veut l'épouser parce qu'elle a l'impression qu'il est amoureux d'elle. Ça l'arrange bien. Ça l'arrange bien surtout parce que en l'épousant, elle fera fortune. Enfin fortune, pas grosse fortune, mais elle sortira de sa condition de servante. Et à la fin, cette question des intérêts de Marton, du fait qu'elle est très intéressée, est remise en question au moment où elle parle avec Raraminte, parce qu'on se rend compte en fait qu'elle avait des sentiments très très forts pour Dorante, puisqu'elle en pleure et qu'elle est très triste de cette situation et qu'elle se sent humiliée, mais aussi pas forcément humiliée, mais qu'elle veut bien passer outre toute cette situation parce qu'elle aime sa maîtresse qui est Araminte et aussi parce qu'elle aime Dorante finalement. Alors c'est intéressant parce que qu'en est-il donc de l'amour dans un monde d'argent quoi, qui ne pense qu'à l'argent? Alors on a l'impression que l'amour à chaque fois anéantit cette logique d'intérêt personnel. Donc là, si je te prenais l'exemple de Marton, effectivement, l'amour, ces sentiments profonds qu'elle a pour Araminte et pour Dorante, lui permet de dépasser sa logique d'intérêt personnel. Alors, pour cette question des intérêts et de l'amour, c'est aussi intéressant de voir que l'argent est parfois un moyen de camoufler le langage de l'amour et de la séduction. Ça arrive fréquemment entre Dorante et Araminte. Dorante parle des intérêts d'Araminte, se camoufle sous son rôle d'intendant, puisque l'intendant c'est celui qui gère en gros la fortune de la personne, pas tout à fait, mais c'est un peu ça, qui gère la maison de la personne, de son maître. Et donc, Dorante va parler des intérêts d'Araminte pour camoufler en fait son discours amoureux. Et on l'entend, ça va devenir en fait un prétexte pour un discours amoureux, pour un élan de séduction. On l'entend très très bien à la fin, où Araminte maintenant, elle peut plus rien faire pour Dorante. Enfin, l'amour de Dorante a éclaté au grand jour. Et pour entrer en communication avec Araminte, Dorante va utiliser le prétexte des intérêts, de l'argent, puisqu'il dit «Un de vos fermiers est venu tantôt, madame». Blabla, blablabla, et au bout d'un moment, il dit «Et j'ai de l'argent à vous remettre». Et ensuite, cette question d'argent va permettre à Dorante de dire «Ne serait-il pas temps de vous l'apporter ce soir ou demain, madame?» Et cette question du demain
Araminte qui dit: «Demain, dites-vous comment vous gardez jusque-là après ce qui est arrivé». Donc cette question de l'argent qui est à remettre va permettre de crever l'abcès et de poser la question en fait du départ ou non, du non-départ de Dorante. Donc les intérêts deviennent un prétexte pour parler d'amour. Et en fait, c'est très vrai, c'est que à chaque fois que Dorante parle des intérêts d'Araminte, ça lui permet de montrer son dévouement, son amour pour elle. Et Araminte, à chaque fois qu'elle voit à quel point il est dévoué à elle, eh bien elle va être de plus en plus attachée à lui. Et donc la question de l'argent, la question des intérêts d'Araminte va permettre en fait à Dorante de montrer son amour et aussi de s'attacher, de séduire, de conquérir Araminte. Donc voilà, j'espère que ces petits éléments sur les conditions sociales au XVIIIe siècle et sur la question de l'argent te permettront de mieux comprendre les fausses confidences. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur les fausses confidences de Marivaux où j'explore d'autres points de la pièce. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Bonne journée!